Vidéo truquée des années 40. Montage vidéo d'une bombe factice avec nuages indestructibles ignorant l'onde de choc. Les images du ciel viennent couvrir celles d'une explosion de dynamite. Les nuages ne perdent jamais leur forme. Regardez les deux plus gros nuages en bas à gauche. Même nuages indestructibles. Dum, dum, dum. Promotion du culte de l'arme suprême dans les bandes dessinées, les films et autres médias dans les années 20 et 30. Efficace arme de propagande que fut le show radiodiffusé d'Orson Welles, La guerre des mondes, en 1938. Il est temps d'ouvrir la boîte de Pandore des coups médiatiques. Le 14 août, le gouvernement japonais accepte les termes amers d'une capitulation inconditionnelle. La guerre atomique a rendu la résistance futile. On n'est pas vraiment sûr de ce qui s'est passé. On est content que la guerre soit finie, mais je ne suis pas sûr que tout le monde croit à cette histoire de bombe atomique. Je pense qu'il y a un genre de propagande déguisée qui a fourni aux Japonais une bonne excuse pour capituler. Peut-être que les Japonais nous ont-ils accusés de larguer des bombes, et nous avons joué le jeu. Il n'y a aucune grande célébration. Bon, maintenant, il faut se tourner vers le Japon. Le premier vaisseau portugais a débarqué à Nagasaki. Une tempête l'y força. Et il y avait des jésuites à bord. Sans cette tempête, ils ne s'y seraient jamais engouffrés. C'est une histoire bizarre. Ensuite, les jésuites ont fait de Nagasaki un bastion, puis ils en ont créé un autre plus au nord, à Hiroshima. Ensuite, la monarchie bouddhiste japonaise réalisa 4 générations plus tard ce qui se passait, qu'ils en faisaient un levier politique et pas, là encore, ce n'était pas du tout pour amener plus de gens à l'office du dimanche, non, pas du tout, ce n'était pas leur plan. Ça, c'était plutôt secondaire. Tout l'objectif était politique. Et ils ont fait croire qu'ils expulsaient les jésuites. Ils en ont tué quelques-uns, mais il y avait déjà une telle influence à cette époque que c'était trop tard. Donc c'était beaucoup plus une posture qu'autre chose. S'ils avaient vraiment dû faire une purge, ils auraient eu à tuer des milliers de Japonais en permanence. Non, ils ont juste arrêté une quarantaine de jésuites et l'influence est restée intacte. Puis-je être humblement en désaccord avec vous sur ce point, dans l'intérêt de ceux qui nous écoutent? C'est dans mon bouquin. J'explique qu'ils ont effectivement tué 20 ou 25 jésuites, Nick. Ils ont été crucifiés, et en exécution publique. Quand Ieyasu expulsa les jésuites en 1614, ce fut considéré comme final, mais ils ont dû en arriver au point d'empêcher toute entrée au Japon jusqu'en 1639. Et les seuls qu'ils autorisèrent à accoster dans leur port furent les protestants hollandais, grâce à Will Adams, car Will Adams était le capitaine anglais du navire des protestants hollandais, qui avertit l'empereur de la présence jésuite et amena les Anglais à affronter les Portugais dans une grosse bataille navale, où je pense que près de 30 000 Japonais furent tués. Grande bataille. Et autant que je sache, il semble que les jésuites furent gardés à l'écart pendant plus de 200 ans, jusqu'à ce que le Commodore Perry et sa flotte de bateaux à canon arriva en 1854 et força l'entrée au Japon des Anglais et des Américains. Et c'est à cette époque que le shogunat Tokugawa fut renversé en 1867, parce qu'il représentait l'ennemi abject des jésuites. Ils ont dû tous démissionner, et ils ont tué l'empereur Komi, car l'empereur Komi, qui n'avait que 36 ans, déclara qu'aucun homme blanc, aucun étranger ne pouvait entrer dans le pays, et il fut assassiné, et son fils de 14 ans, Meiji, prit sa place, et régna pendant 40 ans. Donc d'après les faits, je pense que cette expulsion du Japon était légitime. Maintenant regardez la terrible punition qu'a subie la population japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le déluge de feu, la détonation d'engins nucléaires au sol. Je dirais, c'était une destruction totale de leur culture afin de reconstruire derrière une colonie commerciale pour les jésuites.
Oui, et c'est aussi parce qu'ils ont résisté à toute forme de système bancaire, contrairement à la Chine, où quand ils sont arrivés, malgré la présence de certains empereurs, il y avait toujours une réelle activité bancaire pratiquée par le Vatican en Chine. En fait, ils ont résisté tant qu'ils ont pu en Chine. Et je crois qu'une des clés de l'explication est qu'une fois leur influence suffisante, ils en jouaient pour répandre la crainte auprès de Hirohito à la fin des années 1800. Il disait qu'il fallait moderniser, en quelque sorte, et supprimer progressivement les samouraïs en tant que force militaire au Japon. Et encore une fois, je pense que ça, c'est une des principales raisons. Si vous regardez l'histoire de l'influence des jésuites dans leur capacité à les armer, maintenant le Japon était prêt. Et là encore, c'est là où on a les plus grosses influences des jésuites, à Nagasaki et Hiroshima. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est là où, je cite, « les bombes », fin de citation, ont explosé. On a discuté de ça avant. Et maintenant, ce dont on a déjà beaucoup parlé, il faut le dire, il y avait des bombes déloyales dans les avions de la flotte américaine. Ils les ont lâchées avec du magnésium et de l'uranium dans les bombes elles-mêmes. Mais ils ont créé un énorme souffle. Mais le gros champignon que l'on voit ce jour-là est le résultat d'un appareil à impulsion électromagnétique placé au sol dans les deux bastions jésuites, Hiroshima et Nagasaki, qui explosa vers le haut. Et vous avez les 8 jésuites à 8 pâtés de maison de Ground Zero, émergeant d'un bunker et expliquant que s'ils ont survécu, c'est parce qu'ils priaient la Vierge Marie. C'est vrai, c'est vrai. Et même Malachi Martin en parle dans son livre « The Jesuits' Betrayal of the Catholic Church ». Ils sortent de Ground Zero, indemnes, aucune radiation, bien sûr attribuée au miracle de la Vierge Marie. Et pour ça, en fait, pour ce fait, Pedro Arrupi, qui y était et supervisait l'ensemble, devint un général jésuite en 1965. Ouais, ça c'est intéressant, ça ne s'arrête jamais. Nous sommes en 1938, au bord de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il est subitement mandaté comme missionnaire au Japon. Déjà multilingue, Arrupi se plonge dans l'étude du japonais et dans une mission continue de rapprochement culturel. Je dois dire qu'à ce moment-là, je ne me suis pas focalisé sur l'aspect transcendant de l'expérience de cette mission, mais plutôt sur certains aspects négatifs personnels. La découverte d'une réalité différente de ce que j'attendais, et par-dessus tout, le sentiment de solitude. Et j'ai ressenti une plus grande solitude encore quand je suis allé à Ubi, à 21 heures de train de Tokyo, pour ma première mission, malgré la pauvreté de mon japonais. Un autre événement important fut mon emprisonnement d'1 mois à Yamaguchi. Le Japon était en guerre et je fus soupçonné d'espionnage. J'ai passé des jours et des nuits complètement seul dans la froidure de décembre. J'ai appris beaucoup de choses durant cette période. La science du silence, de la solitude, d'une pauvreté sévère et austère, du dialogue intérieur avec mon âme. Le 6 août 1945 commence comme une matinée banale pour Arrupi et ses jeunes étudiants jésuites dans la banlieue d'Hiroshima. Le bruit de moteur d'un avion approchant n'est pas particulièrement menaçant. Ils sont habitués au bruit d'armadas d'avions au-dessus de leur tête. Aujourd'hui, il n'y a pas de sirène pour sonner l'alerte. Donc le 6 août 1945, quand la première bombe atomique est tombée sur Hiroshima, Arrupi et son groupe sont juste au bord des limites de la ville. Ils l'ont entendu. Ils ont fui la maison, ils ne comprenaient pas. Le destin d'Arrupi et de ses novices fut filmé plus tard, pour l'histoire, par le gouvernement US.
Entre le point zéro et le bâtiment des novices jésuites se trouvait une colline qui a servi à atténuer l'intensité du souffle. Mais en dépit de cela, les fenêtres et les portes du foyer principal furent éparpillées et le faux plafond fut soufflé par la force de l'explosion, pourtant éloigné de 6 kilomètres. Un groupe de jésuites qui enseignaient à Hiroshima furent témoins et survécurent à l'explosion, l'un d'entre eux témoignant même directement. Je suis le père Johan Simes, professeur de philosophie à l'Université catholique de Tokyo, qui est sous la responsabilité des pères jésuites. Que faisiez-vous à Hiroshima au moment de l'explosion? Ma classe de philosophie et moi avons été évacués de Tokyo vers Hiroshima il y a à peu près 5 mois. J'étais avec ma classe dans le bâtiment d'études de la banlieue d'Hiroshima. Pouvez-vous décrire ce qui s'est exactement passé le matin du 6 août? J'étais dans ma chambre, qui fait face à la vallée, et soudainement, j'ai vu une lumière, comme une lumière de magnésium, une lumière flash, qui remplit toute la vallée. Et en regardant à la fenêtre pour comprendre la raison de ce phénomène singulier, je ne vis rien d'autre que cette lumière. Et en me tournant vers la porte de ma chambre, j'ai entendu un crash, peut-être 10 secondes après avoir vu la lumière. Et immédiatement, je fus couvert d'éclats provenant du cadre de la fenêtre et de verre qui se plantaient dans le mur, mais en fait aussi dans ma chair. Après un moment, on a vu une procession de gens venant de la banlieue et remontant la vallée. Beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, blessés, surtout sur les parties exposées, comme les mains, les pieds, le dos. Ils sont arrivés au bâtiment et on a fait ce qu'on a pu, mais il n'y avait pas beaucoup d'aide à fournir. Quelle est votre opinion sur les rumeurs qu'une radioactivité mortelle émane des ruines de la ville? Bien, je pense que ce n'est qu'une rumeur, parce que moi-même et d'autres avons œuvré dans la ville elle-même pendant plusieurs heures, juste après l'explosion, et nous n'avons ressenti aucun effet nocif. Dans les années qui suivirent, Harupi fut convoqué de nombreuses fois pour raconter son histoire, à commencer par les reporters des journaux US et les enquêteurs militaires. Soudainement, nous vîmes une lumière aveuglante comme un flash de magnésium. On entendit une formidable explosion. Après environ 15 minutes, nous remarquions une fumée dense s'élevant de la ville. Grimpions ensuite la colline pour une meilleure vue, pour constater devant nous Hiroshima dévastée. Le père Harupi, il a été le favori, ayant été le témoin de la matinée de cette première bombe atomique. Je n'oublierai jamais ma première vision de ce que fut le résultat de la première bombe atomique. Je crois que c'est fondamental. Je commence ma biographie au moment où la bombe est tombée sur Hiroshima, et il est là, en dessous. Et cette explosion spirituelle en lui, au moment où il voit l'horloge publique s'arrêter à 8h15, l'énorme énergie qui en résulte l'aidera à soigner les 150 malades qui arriveront à son hôpital grâce à une bouteille d'acide burique qu'il trouve. Assurément, c'était dans ces moments de tragédie que nous sentions Dieu le plus proche. Et cela semble l'avoir beaucoup marqué. Et ce genre de sentiment d'avoir approché la fin du monde, d'être là, assistant à un des événements les plus dramatiques de l'histoire de l'humanité. Oh, encore une prune. Il n'y a même pas 5 minutes. Oh, comment cette journée peut être pire? Oh my God.
Pour qu'un mensonge devienne une vérité qu'on ne peut plus remettre en question, les gardiens du troupeau n'ont jamais hésité à sacrifier des hommes. C'est ainsi qu'ils ont pu gagner la guerre et, comme dans toutes les guerres, les vainqueurs se sont empressés de réécrire l'histoire pour noircir l'ennemi au-delà du supportable, le priver de sa dignité et de son identité. Le viol systématique des femmes par l'armée du vainqueur et les naissances qui en découlent participent pleinement à ce projet. Cela ne vous surprendra donc pas si je vous dis que la Seconde Guerre mondiale est à l'origine de nombreux mensonges sur lesquels s'est fondé l'équilibre du monde moderne. C'est notre héritage. Le 4 février 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, les puissances alliées se réunissent dans le plus grand secret à Yalta en Crimée pour une conférence au sommet. Au palais Livadia, durant une semaine, les trois grands vont négocier le sort de l'Allemagne et du Japon et préparer l'après-guerre. Au cours des 7 jours que dure la conférence, à Yalta, les puissances alliées consacrent de fait des zones d'influence et le glacis territorial et politique qui conduiront à la guerre froide. Les Américains et les Soviétiques étaient alliés pendant la guerre et c'est à Yalta et lors d'autres sommets de ce genre que les deux grands ont imaginé le plus puissant mensonge de l'histoire. Pour eux, l'enjeu était de taille. La victoire était proche, mais il s'agissait de déjà préparer l'avenir et de dessiner les fondations d'un nouveau monde qui serait entièrement sous leur domination. Roosevelt et Staline partageaient un principe fort. Vous pouvez faire ce que vous voulez d'un peuple dès lors qu'il se sent en danger de mort. Sur la base de ce constat, ils tombèrent d'accord autour d'une idée géniale. Le contrôle qu'ils auraient sur le destin des peuples reposerait sur une arme de destruction si terrifiante qu'elle découragerait toutes les nations qui tenteraient de remettre leur hégémonie en question. Évidemment, il faudrait préalablement tester cette arme, en faire la démonstration et, par ses ravages, marquer les esprits. Mais avant ça, évidemment, le vrai problème, c'était de trouver l'arme. Il y avait bien quelques projets d'armes révolutionnaires restés dans des cartons, mais la plupart avaient été abandonnés du fait des impératifs de la guerre. Alors, trouver une telle arme, la mettre au point, cela prendrait beaucoup de temps, beaucoup trop. Il y avait bien ce projet d'arme atomique très prometteur et qui correspondait en tout point à ce qu'ils recherchaient, mais cette arme s'était avérée irréalisable et d'ailleurs les nazis eux-mêmes, pourtant en avance sur bien des domaines, s'y étaient cassés les dents. Alors, c'est là que les deux hommes firent la démonstration de leur génie machiavélique. Qu'à cela ne tienne, la bombe atomique était l'arme idéale. À défaut de pouvoir la fabriquer, ils se contenteraient de faire croire qu'elle existe. Début 1945, les tractations concernant le partage du monde s'achevaient. Il était acquis que les Américains récupéreraient le Japon et par là même, c'était donc à eux de lancer le coup d'envoi de la supercherie. Durant les semaines et les mois qui suivirent, fut monté de toutes pièces le programme Manhattan pour justifier l'existence de la bombe. Un programme Manhattan tellement secret que personne ne pourrait s'étonner par la suite de n'en avoir jamais entendu parler. Certains, d'ailleurs, découvriront même 40 ans plus tard, et avec surprise, qu'ils travaillaient à ce programme sans le savoir. C'est dire. Les innombrables documents top secrets fabriqués a posteriori, plans, archives, ancreraient sans difficulté ce programme dans l'histoire. Roosevelt n'eut aucun mal à trouver des savants ayant fui l'Allemagne, comme Edward Teller ou d'autres universitaires au passé gauchiste, comme Robert Oppenheimer, pour en endosser la pleine responsabilité scientifique. Et puis, il y avait aussi cette fameuse lettre d'Albert Einstein à Roosevelt, cette lettre de 1939 qu'on allait ressortir des archives et qui irait très bien pour justifier le déclenchement du programme. Einstein lui-même a dû y croire, puisqu'il regrettera d'avoir signé cette lettre jusqu'à sa mort.
Nous sommes en juillet 1945. Le premier essai de la vraie fausse bombe a lieu dans le Nouveau-Mexique. L'illusion est parfaite. Restait plus aux Américains qu'à en faire la démonstration sur le sol japonais. Par la suite, les Russes emboîteraient le pas des Américains avec leurs propres bombes, et le tour serait joué. Il était écrit que l'équilibre de ce monde reposerait sur un mensonge tellement énorme qu'on dit de lui qu'il est capable d'effacer le monde par une simple pression sur un bouton. Attends, Recla, t'es en train de nous dire que la bombe atomique n'a jamais existé, c'est ça? Si la bombe atomique avait existé, aujourd'hui, avec les avancées technologiques, de nombreux pays auraient rejoint le club très fermé des pays détenteurs. Vous me direz, ils en sont empêchés. Oui, on a vu en effet la levée de boucliers de la communauté internationale à chaque fois qu'un pays annonçait vouloir se doter de la bombe. Mais êtes-vous sûr que c'est la peur de l'Armageddon qui motive cet interdit? Si la bombe est un mensonge, vous comprenez bien que le petit club privilégié des imposteurs n'a pas très envie que d'autres nations viennent fourrer leur nez dans leurs petits secrets. Le cas de la Corée du Nord est très révélateur. La Corée du Nord a bravé la communauté internationale parce qu'étant déjà sous embargo, elle n'a plus rien à perdre. Et au contraire, tout à gagner. En prétendant soudain détenir la bombe, la Corée du Nord s'est invitée de force à la table de poker menteur. Ce faisant, elle a pris les autres joueurs à leur propre jeu de la dissuasion. Les pays ne pouvaient plus l'attaquer, sauf à faire apparaître le mensonge. Les vidéos d'archives d'Hiroshima montrent une ville dévastée, certes. Cependant, ce paysage d'apocalypse ressemble à celui de bien d'autres villes européennes bombardées, comme la ville de Caen, par exemple, ou comme Dresde, Cologne, et plus près de nous, à celui des villes de Toulouse et de Beyrouth, ravagées par des explosions au nitrate d'ammonium. Ainsi, sans chercher ici à prouver quoi que ce soit, on peut en tout cas affirmer une chose, il n'est nul besoin de bombes atomiques pour obtenir le résultat observé à Hiroshima et Nagasaki, d'autant que les deux métropoles japonaises étaient essentiellement composées de maisons en bois. À noter enfin que les deux villes martyrs sont aujourd'hui prospères et ne semblent pas avoir souffert de la radioactivité, pas plus que Dresde, que Caen, pas plus que toutes les autres. De nombreux chercheurs de vérité ont analysé les images d'Hiroshima et de Nagasaki. Ils ont trouvé beaucoup d'éléments qui leur permettent de douter de la nature véritable de la bombe. Enfin, de toute façon, vous trouverez leurs démonstrations sur Internet. En outre, de nombreux scientifiques se sont donné la peine de refaire les calculs officiels à propos de la bombe atomique. Un peu dépités et perplexes, ils en sont arrivés à la conclusion suivante. Mathématiquement, la bombe ne marche pas. I don't think it was an important part then, except that since people were going to Japan and getting killed in this period, it was a great relief. And for several days after the news came out, I was convinced that that this was actually a hoax, because Hiroshima was a port city. And so I assumed that, in fact, somebody had equipped a barge with a few thousand tons of TNT, just as the cliche went, and they had slipped this barge into the harbor, and then they flew a little airplane over and dropped something. And
set off this bomb. And so I assumed this was a great trick for fooling the Japanese into thinking we had an atomic bomb. But Nagasaki wasn't so accessible, so I think many people must have wondered why did we drop 2 bombs? Why wasn't one enough? And my first thought was that it was to convince them that it wasn't a hoax. A few years later, then I met Oppenheimer for the first time when I was in graduate school at Princeton. And he was very hospitable and tragic.